Hello tout le monde, je suis en vacances et cet été, je vous propose de découvrir un épisode du podcast d'un copain, Pierre Chevel. Son podcast, c'est Soif de sens et dans cet épisode, il discute avec Luce Gramont de lobbying d'intérêt général ou comment est-ce qu'on fait pour éviter de laisser l'influence politique aux 10 grosses multinationales qui, elles, payent très cher leur ticket d'entrée depuis des décennies. Cet épisode m'a donné un bon coup de boost, j'espère que ce sera pareil pour vous parce que la rentrée, elle, s'annonce un peu sportive. Allez, je vous fais des bisous salés et bonne écoute. Existe-t-il vraiment un lobby de l'intérêt général ? Pourquoi un lobby n'est pas forcément un gros mot ? Et justement, comment est-ce qu'on pourrait tous devenir lobbyistes pour défendre l'écologie et la solidarité au lieu de laisser les multinationales écrire les lois ? Bienvenue dans Soif de sens, l'émission écologique qui t'aide à construire une vie, une société pleine de sens. Aujourd'hui, on accueille Luce Gramont de Green Lobby, un cabinet qui aide les acteurs de la transition à changer la loi. Un lobby écolo et solidaire, quoi. Salut Luce. Bonjour Pierre. On va parler de plein d'exemples de victoires que vous avez obtenues, peut-être au niveau local, national ou européen. Peut-être avec la loi anti-fast fashion, pour le commerce équitable, les biocoop, pour, je sais pas, peut-être pour l'indépendance de la nef aussi, je crois que vous étiez un peu là-dedans. Et de comment créer une armée de dirigeants engagés et de citoyens lobbyistes qui changent les lois. Alors, je te présente en 10 secondes. Tu es juriste de l'environnement et économiste. Tu as travaillé 30 ans au cœur du pouvoir, en vrac, à l'Assemblée nationale, dans 2 ministères de l'Environnement, à la Commission européenne, à la Ville de Paris, chez le géant de la chimie BASF, puis chez l'asso WWF, avant de cofonder Green Lobby. Et pour se mettre dans le bain, je te propose de lancer l'épisode par une série de questions mitraillettes auxquelles tu dois essayer de répondre le plus vite possible. Ok. Est-ce que tu es prête, Luce ? Je suis prête. Ah, parfait. Go, t'as un frère jumeau. Est-ce que ça t'a obligé à apprendre très tôt le lobbying auprès de tes parents ? Absolument. T'as un exemple en tête ? Non, en réalité, avec mon frère, on était extrêmement soudés. Ça m'a surtout appris à travailler en collectif. Ah, Je ok. suis rien sur les autres. Donc c'était plutôt le contraire. Est-ce que le lobbying, c'est un gros mot ? C'est un instrument qu'on peut utiliser contre et pour défendre et remettre de l'intérêt général. Donc c'est un instrument très puissant qui est toxique et qui peut être utilisé pour une société meilleure. Oui. Donc tu définirais comment c'est de l'influence dans les affaires publiques pour faire changer la loi, mais du coup ça peut être utilisé. En fait, c'est en soi des représentants d'intérêt qui font remonter aux décideurs politiques les réalités de terrain. En soi, c'est pas condamnable. Ce qui est par contre condamnable, c'est le déséquilibre. Oui, 99% du temps, c'est quand même plus un lobbyiste de Total que de la petite asso écolo du coin. Exactement. Est-ce que c'est si dur pour une asso ou une petite entreprise d'avoir un rendez-vous avec un élu ? Non, en fait, non. Il faut complètement démystifier et on est là pour démocratiser et pour oser, pour faire oser. Finalement, c'est plus facile d'obtenir avec les bons arguments, de la bonne manière, surtout le bon moment, Ouais, le timing. d'obtenir. Donc, j'engage même les citoyens. Les citoyens peuvent, et aujourd'hui, sont engagés moi, j'engage tout citoyen à prendre contact avec son élu au niveau local, au niveau national et au niveau européen. Ouais, on va en parler après. C'est vrai que 6 ministres sur 10 ont fait du pantouflage une fois élus après avoir bossé dans le privé et qu'environ un quart des amendements adoptés dans la loi sont copiés-collés pour caricaturer ou à minima reprennent des arguments et des formulations des lobbies. Ouais, je suis sauté par les lobbies, quoi, pour faire quoi. Ouais. Oui, on a essayé de quantifier C'est énorme. dans notre rapport de l'année dernière, essayer de donner un chiffre, en fait. Donc, on a examiné avec Data for Good les amendements et effectivement, ça paraît énorme. Ça paraît complètement énorme. C'est comme s'il existait un peu un groupe de lobbyistes qui reprend les éléments de langage mot pour mot sans filtre. Ouais. Et 3 exemples rapides de victoires que vous avez obtenues ? Alors là, mitraillette, on va parler de la fast fashion. C'est un peu le cas d'école, mais je prendrai un petit peu le temps pour le développer. L'accueil de la petite enfance. C'est pour rendre les crèches plus écolo ? Pas que, on va voir. Ok, trop bien. Et je vais parler des lunettes reconditionnées. Je trouve que c'est un sujet très grand public, tout ça. Et ça,
on s'en occupe, nous, et de la petite enfance. Et donc, concrètement, par exemple, pour les lunettes, qu'est-ce que vous avez aidé à permettre? Donc, Et c'est les quoi lunettes reconditionnées, c'est un acte. S'il y avait des corners chez tous les opticiens, ça permettrait d'avoir des lunettes moins chères, de permettre d'avoir des lunettes à des gens qui ne s'en offrent pas et d'avoir des super modèles réutilisés, reconditionnés, etc. Et ça paraît simple comme ça, mais en fait, c'est compliqué et ça a demandé une législation et des textes réglementaires pour l'autoriser, parce que c'est un produit de santé, en fait. Donc, on peut pas faire n'importe quoi. D'accord, ok. Voilà, donc la première chose, ça a été de produire le texte réglementaire qui l'autorise. Et puis après, il faut changer les habitudes. Et alors là, c'est autre chose. Oui. Dans un secteur qui est quand même en crise, voilà, il faut mettre autour de la table des mutuelles, des décideurs politiques et des opticiens. Des opticiens pour qu'ils disent oui, je suis d'accord pour faire un corner de lunettes reconditionnées. Il faut former tous les opticiens. Il faut faire des campagnes un peu de marketing. Voilà. Alors, Les c'est génial, décideurs- mais c'est que le début, quoi. Voilà, c'est que le début. Les décideurs politiques, ils peuvent inclure les lunettes reconditionnées dans le 100% santé. 100% santé, c'est les gens qui n'ont pas de mutuelle et qui sont vraiment en difficulté. Et si on leur offre des lunettes reconditionnées, voilà, c'est tout bénef. Ouais. Et ça ouvre le marché. Et puis les mutuelles qui peuvent aussi prévoir des remboursements qui soient plus avantageux pour les lunettes reconditionnées. Donc, c'est ces trois acteurs-là qui créent le marché. Et là, on est plus à faciliter, c'est même plus une question de loi ou de règlement, de décret d'application, ou, vous voyez, c'est une question de créer ou de développer le marché. Ok. Et ben voilà, tu as survécu en débordant un petit peu aux questions ultrayettes. Et pour commencer, tu as travaillé 30 ans dans plein d'organisations de pouvoir très différentes, publiques, politiques, assos, et notamment chez BASF, une multinationale allemande, où tu développais les marchés des isolants thermiques, notamment pour les logements sociaux, des fois qui étaient tellement bien isolés qu'ils avaient presque plus besoin de chauffage, donc trop bien. Et si j'ai bien compris, si le but c'est d'arriver à passer une réglementation ambitieuse qui aurait permis de généraliser cette rénovation énergétique, donc de réduire les factures des gens et en même temps de développer ce marché des isolants, donc gagnant-gagnant. Mais la boîte n'a pas voulu investir dans du lobbying, c'est ça? Je me suis dit vraiment, les entreprises, j'ai envie de comprendre pourquoi finalement ils ne prennent pas des décisions qui pourraient, dans certains domaines, augmenter leur marché, leur chiffre d'affaires, etc. Et à ce moment-là, je suis tombée sur une petite annonce effectivement de cette entreprise qui n'a rien d'exemplaire, qui est même, qui participe beaucoup plus au problème qu'il ne le résout. Et cette petite annonce, elle était en développement de marché, market développement. Voilà, ils cherchaient un responsable de market développement pour développer les produits de la construction et en particulier leurs produits phares qui sont les produits de isolants thermiques. C'est les mousses projetées avec des lambdas, ce qui mesure en fait l'efficacité énergétique d'un isolant. Et c'est un groupe allemand, ils en vendent plein en Allemagne et très peu en France. En France, ils vendent surtout des engrais, des pesticides, pour faire court, hein, la filiale française. Et donc, quand on autorise ou quand on rend obligatoire ou qu'on favorise l'isolation thermique des bâtiments, forcément, on crée des marchés. Donc, je leur ai dit, au lieu de faire du lobby en contre, aligner la réglementation thermique française sur le Passive House allemand. Et pour préparer ça, et puis mathématiquement, vous allez vendre plus d'isolants thermiques. Jusque-là, je trouvais que mon argumentation se tenait. Tout ça, Pierre, prendra un long détour. Et t'expliquer que, effectivement, cette modification législative, j'ai bien senti que le COMEX n'était pas prêt. Chez BASF, donc tu bossais sur des solutions écolo, mais le groupe vend aussi des pesticides, par exemple. Donc, tu as vu, toi, comment des collègues fabriquaient du doute, les techniques pour retarder une échéance politique, bref, faire du lobbying, quoi, pour changer la loi en ta faveur. Ouais. Là, ça me surprend toujours parce que j'ai fait une prépa en économie, on nous apprend que le marché, c'est la concurrence libre et parfaite. Et je trouve qu'on a cette croyance que les règles du jeu dans notre société sont ancestrales, alors que c'est faux, en fait, elles bougent en permanence, en tout cas une bonne partie. Ouais. Et ça, les grands groupes l'ont compris depuis longtemps que leur marché, tu l'as dit, dépendait des lois, des normes, de la fiscalité, des subventions. Alors, c'est clairement pas sexy, mais c'est quand même ça qui façonne notre quotidien, qu'on le voit ou pas.
qui fait que, je sais pas, l'avion coûte 10 fois moins cher que le train. Mais ça pourrait être aussi que avec les canicules, on pourrait créer des arrêts ou des congés spécifiques pour protéger les travailleurs, ou un droit inaliénable, c'est pas facile à dire, à l'habitabilité, où serait interdit, par exemple, de louer une passoire thermique où il fait 35 degrés. Bref, la loi, elle bouge et on peut tout imaginer. Tu peux nous en dire plus sur le fait que on a un peu abandonné la fabrique de la loi aux multinationales? Effectivement, en fait, la loi, c'est une construction. Euh, C'est une construction sociétale, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très mouvant et ça reflète le besoin de la société. C'est un peu les règles, comme les enfants, ça c'est interdit, ça c'est autorisé, et ça bouge, on continue. Et on nous a fait croire que d'une part la rationalité, c'était moi j'ai été biberonnée à ça pendant mes études d'économie. Ah bah oui, c'est clair. Ouais. Voilà, le marché est efficace, il faut surtout pas le toucher. Les entreprises elles-mêmes savent mieux. Mais en fait, on peut complètement réorienter. Enfin, de la même manière, on a décidé de mettre une ceinture de sécurité et on a crié à ce moment-là en disant mais non, c'est ma liberté, c'est mon choix, etc. Ouais. Voilà, on a posé une interdiction de fumer dans les trains. Et au départ, ça crée du remous. Puis quelques années après, mais personne ne questionne cette interdiction. Donc aujourd'hui, poser les limites, le cadre de notre survie, de l'habitabilité, de l'accès à l'eau, à de la nourriture, donc à des sols fertiles, à un air qui nous permet de respirer. Ça devrait être les fondements de notre société et de l'économie. Or, aujourd'hui, on a intégré le fait que l'économie est au-dessus voilà, des lois et des politiques. De l'intérêt général. C'est complètement aberrant. Voilà, historiquement, on se retournera ou pas en se disant comment ça se fait qu'on n'a pas réagi et qu'on se fait mener par le bout du nez par une dizaine d'entreprises. En réalité, pas plus. Hein. Aujourd'hui, le pouvoir s'est extrêmement concentré. Et seule une poignée de multinationales à fond étrangers, enfin chinoises et américaines, mènent la danse, déconstruisent tous les fondements de notre droit, de notre modèle économique et social européen et français, en détruisant notre économie. Pas seulement nos conditions de survie et d'habitabilité, mais aussi toute l'industrie française et européenne. Ouais. On arrive donc au constat qui a conduit à la naissance de Green Lobby. Tu dis que les acteurs écologiques, mais vous ne faites pas que du lobbying écologique, vous faites du lobbying d'intérêt général. Les acteurs progressistes perdent moins par manque de bonnes idées que par manque d'organisation politique. Et qu'il faut au contraire davantage de lobbying écolo et d'intérêt général. Autrement dit, le problème, c'est pas le lobbying, c'est le monopole du lobbying par effectivement peut-être une dizaine de multinationales. Tu dis, si tu t'occupes pas de la politique s'occupe de toi. Du coup, c'est quoi la mission de Green Lobby et toi, c'est quoi la société dont tu rêves? La mission de Green Lobby, c'est d'essayer de démocratiser et d'armer les acteurs progressistes pour qu'ils s'organisent de manière efficace pour intervenir de la bonne manière au bon moment. Et on a intégré notre impuissance. Donc moi, je voudrais libérer et organiser de manière structurée, professionnelle, carrée, avec un programme, des rétro-plannings, finalement en m'inspirant de ce que j'ai vu et observé quand j'étais dans ce groupe, puisque j'ai finalement réussi à les convaincre de faire du lobby positif pour interdire les sacs de caisse. Et à ce moment-là, j'ai eu à ma disposition un cabinet de lobbying traditionnel qui, d'habitude, ne s'occupe pas de lobby d'intérêt général. Donc, ils étaient vraiment absolument ravis tous de travailler pour moi et pour cette cause. Et j'ai réalisé seulement à ce moment-là que si j'avais pu bénéficier des services aussi professionnels et du confort que représente le soutien d'un cabinet d'affaires publiques quand j'étais au Parlement, au gouvernement, à l'échelon européen, même à l'échelon local, ça m'aurait beaucoup simplifié la vie.
Et donc, j'ai Ouais. revisité tout ça. C'est seulement à ce moment-là que j'ai découvert très concrètement la puissance d'un cabinet d'affaires publiques. Ouais, là, tu avais des super pouvoirs que tu n'avais pas avant Ouais, et exactement. tu te rendais pas compte qu'en plus, en face de toi, c'était des gens avec des super pouvoirs, quoi. C'était pas très concret. Je voyais bien, en Ouais, fait, les réunions. Je voyais bien que le rapport de force politique, c'est le reflet du rapport de force économique. Mais en étant plongée au sein de ce grand groupe et en voyant aussi à de quel l'intérêt. point on pouvait actionner les équipes commerciales, les équipes com, les équipes marketing qui étaient absolument ravies et qui n'avaient pas idée. Je pense qu'on n'imagine pas à quel point on peut modifier la loi. Et que c'est justement ce récit. Voilà, le citoyen, chaque citoyen a le pouvoir de modifier la loi s'il est bien organisé, de manière collective. Et les entreprises et les chefs d'entreprise ont un pouvoir qu'ils n'imaginent pas. C'est quand on parle de lobbying, on pense je sais pas, au déjeuner secret avec des ministres, aux magouilles, etc. Mmh. Alors, ça existe, mais c'est quand même pas ça à 99% du temps. En fait, concrètement, par exemple, chez Green Lobbying, il y a un acteur engagé qui vient vous voir. Mmh. Vous analysez le calendrier politique de, OK, quels textes sont déjà en préparation, qu'est-ce qui se fait, je sais pas, en Italie ou en Allemagne. Vous cartographiez un peu tous les acteurs, ceux qui se peuvent soutenir, bloquer ou faire basculer une proposition. Et vous rédigez des amendements et puis globalement, créer une stratégie avec des alliances, peut-être où le timing est essentiel pour changer la loi. Aujourd'hui, vous avez accompagné une centaine de structures. On l'a dit, par exemple, pour rendre les crèches plus écolo ou plus aux normes ou plus safe pour les enfants, pour démocratiser les lunettes reconditionnées, etc. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment vous avez gagné avec le collectif du commerce équitable, notamment Biocop, qui, je crois, au départ, était plutôt perçu par les élus comme des vendeurs de pulls qui grattent venus d'Amérique du Sud. Ouais. En fait, ce que tu viens de raconter, c'est 20% de notre activité. Parce qu'il y a Ouais. plein d'autres moyens pour agir et pour faire émerger les marchés ou généraliser les bonnes solutions. Oui, parce que vous ne faites pas que du lobbying, en fait. En fait, nous, tous les outils, on utilise la com, le marketing, on utilise le récit. Voilà, donc je peux effectivement donner 2 exemples. Celui du commerce équitable, quand ils sont venus nous voir, ils avaient effectivement cette image, bon, je prends toujours de pull du Pérou, de pull qui gratte, et ils étaient vraiment pas connus des ministères. Donc nous, ce qu'on fait toujours, c'est au-delà de tout de suite proposer une modification législative, on regarde là où ils en sont, en fait, leur image vis-à-vis du grand public, leur image institutionnelle, mais pas que. Et surtout, là où ils en sont, comment ils vivent. La plupart des acteurs progressistes, que ce soit des boîtes de PME, ils ont un modèle d'affaires extrêmement fragile. Le marché n'existe pas ou il est très peu visible. Et en fait, ça va pas se faire tout seul. Voilà, il faut vraiment transformer toute leur chaîne de valeur. Donc, on les écoute pendant des heures et on leur dit, bon, toi, tu as surtout besoin d'un récit. Voilà. Alors, ça a été le cas. Ils avaient besoin, en fait, qu'on les réaligne. Le commerce équitable, c'est aussi le prix juste en France. C'est pas seulement du commerce nord-sud. Ça permet aux agriculteurs ou aux producteurs d'avoir un revenu stable et donc de passer après en bio, de transiter. Ça permet aux consommateurs d'avoir un label qui est facilement identifiable, etc. Ouais. Donc, il y avait vraiment déjà faire un récit Ouais. modernisé. Changer les mots parce que le juste prix aux agriculteurs, c'est beaucoup plus haut dans les priorités des gens et du Et puis gouvernement. après, effectivement, on a regardé ce qui vraiment changerait la donne pour eux. Et on a mis ça en lien, enfin en parallèle avec l'actualité politique. Et voilà, il y avait à rentrer dans la loi Egalim qui existait déjà, mais qui ne mentionnait pas le commerce équitable. Jouer sur la commande publique, c'est-à-dire l'obligation des collectivités locales dans la restauration collective d'utiliser tel ou tel produit du commerce équitable, ça lance, en fait, ça draine tout le secteur. Donc, Tu vois, on se dans dit les ça, c'est écoles, quelque chose qu'on peut Ouais. atteindre en une petite année, suivant une stratégie
voilà, un peu méthodique, un peu militaire. Hein. On est extrêmement organisé et il y avait à convaincre finalement 3 ministères et après le Parlement. Bien sûr, le ministère de l'écologie, mais on sait bien que c'est pas lui qui fait la loi. Mais en réalité, il connaissait assez peu et assez mal. Voilà, il y avait vraiment à vulgariser, à expliquer, etc. Bercy, hyper important parce que on sait que c'est eux qui tiennent le pouvoir, les cordons de la bourse, etc. Donc le côté revenus des agriculteurs, enchaînement et entraînement de l'économie locale, etc. Et de tout un tas d'acteurs avec des retombées là pour le coup du cercle vertueux économique. Bon il faut le prouver avec des éléments tangibles. On fait des calculs, etc. On auditionne en fait les gens qu'on accompagne pour vraiment produire des chiffres macro qui sont tangibles et pour l'administration et pour les cabinets. Voilà, à chaque fois de faire ce maillage. Ouais. Et puis, le ministère de l'Agriculture, le puissant ministère de l'Agriculture qui quand même est très influencé par la FNSEA. Et donc, voilà, c'est pareil, arriver avec des arguments qui sont très différents parce que des arguments de soutien des producteurs, des agriculteurs qui aujourd'hui sont dans la peine, sont en grande difficulté. On leur produit une activité avec une stabilité. Voilà, ils pouvaient pas refuser, mais c'est vrai qu'ils nous disaient à chaque fois, oui, mais ce qui est embêtant, c'est qu'ils sont un peu trop écolos. Bon, voilà. Donc, c'est pas les mêmes mots, c'est pas la même posture suivant qu'on s'adresse à l'administration ou au cabinet. Et puis, après, il y a tous les parlementaires. Donc, les parlementaires, voilà, nous, on va toujours commencer. Il faut pas se faire récupérer. Donc, on va toujours commencer par aller voir les Républicains. On parle pas au RN. On va voir les Républicains, on fait des cartographies, c'est comme ça qu'ils font les lobbyistes, hein. Ils font des cartographies suivant les parlementaires qui ont des circonscriptions un peu rurales, ceux qui ont des signaux un peu faibles d'axes progressistes. Un petit tableau avec toutes les têtes des gens, vous dites... Exactement. C'est un peu House of Cards. On a ce ressenti, et puis on sait leur parler, aller droit au but. On dialogue beaucoup avec les attachés parlementaires parce que voilà, ce sont des jeunes qui, en général, sont dynamiques, mais des acteurs très donc ils peuvent influencer aussi leurs parlementaires. Voilà, Républicains, le Centre, Horizon, le Modem, l'IOT, etc. Voilà. Et puis l'aile gauche qui, en général, est quand même plus facilement mobilisable. Voilà, c'est plus facile de les convaincre. Et on va les voir en dernier. Parce que si on commence par ça, on discute dans notre soi et on n'arrive pas à convaincre une large majorité. Donc voilà, et au final, cet amendement a été adopté par 6 groupes sur 8. Donc, on obtient, en fait, quand on a la bonne posture, on obtient des choses et on peut agir à différents échelons. Moi, je trouve ça hyper intéressant, cette histoire de récit. Effectivement, c'était un peu pareil, il me semble. Vous n'étiez pas les seuls, évidemment, dessus. Je sais que j'ai notamment interviewé Loom ou WeDresser, mais voilà, comment vous avez participé à la victoire avec la loi anti-fast fashion. Et j'ai l'impression que là aussi, bon, là, c'est plus juste un récit, c'est carrément une stratégie différente au lieu d'opposer la mode éthique à toute l'industrie de la mode. Vous avez dit, OK, on va plutôt opposer les entreprises françaises plus responsables aux plateformes mondialisées de Chine, Temu et compagnie qui inondent le marché, quoi. Ouais, tout à fait. C'est vraiment l'exemple cas d'école où on a vu la bascule extrêmement importante où on a pu diviser le monde économique, en fait. Et c'est comme ça que le sujet est quand même rentré dans la tête des citoyens, mais aussi a pu être discuté au Parlement, même si on n'a pas obtenu autant qu'on voulait. En fait, le sujet a commencé il y a plus de 10 ans avec l'effondrement du Rana Plaza. On était plus sur le grand public découvre l'esclavage moderne. Donc, on était sur un sujet éthique. Le sujet, il a basculé dans des enjeux écologiques avec Camille Etienne, les Amis de la Terre, des caches d'investigation, une médiatisation qui nous a montré tous les problèmes écologiques, l'utilisation de l'eau, les montagnes de vêtements en Afrique.
Et là où ça a basculé d'un sujet moral, écologique à un sujet industriel, à un sujet économique, c'est quand en réalité, des marques comme Camaïeu, Naf Naf ont fermé boutique et ont dénoncé l'ultra fast fashion. Et là, on a des acteurs du centre ou de la droite qui se sont mobilisés. Là, on parle souveraineté économique. On a un ennemi identifié, les Chinois, l'ultra fast fashion. Et on a un Édouard Philippe qui est dans la course des présidentielles déjà et qui autorise ou même qui suscite l'intérêt d'Anne-Cécile Violent, qui est dans son groupe, et qui dépose une proposition de loi dans les fenêtres où le Parlement est autorisé à pouvoir légiférer, parce que d'habitude, c'est des projets de loi, ça vient du gouvernement. Donc, c'est vraiment... Là, je donne une lecture très politique, mais c'est vraiment comme ça que ça s'est joué, et on est même allé jusqu'aux Républicains avec Antoine Vermorel, qui est un député républicain qui, sur d'autres aspects, a des positions qui sont pas en accord avec ce que je peux soutenir, l'égalité homme-femme, vous voyez, enfin, tu vois, la loi intégrale, etc. Mais sur ce sujet-là, il est de Lyon, d'une circonscription où l'industrie textile a été très ravagée. Et là, il saisit l'opportunité parce que le récit dans la société avance, parce qu'il y a une médiatisation et parce que certaines boîtes, effectivement, du textile, sortent de la solidarité de il faut pas légiférer, etc., casse un peu ce récit et dit là, c'est pas possible. Il y a de la concurrence déloyale, il y a de la primo-vis, enfin, ces mots sortent. On a des boîtes, des PME qui sont menacées, soit qui ferment, soit qui sont menacées et qui disent il faut absolument la légiférer, il faut un cadre. Et c'est ce qui l'autorise, l'opportunité politique. C'est ça qui donne la force, en fait, aux décideurs politiques. Il faut leur donner de la force. Et il fait une vidéo absolument géniale où il singe une influenceuse qui ouvre son paquet Amazon avec des produits de Chine pour son bébé, plein de stalates, etc. L'élu, il a fait ça? Lui, il a fait ça, Antoine Vermorel. C'est complètement viral. Un député républicain. Et là, on a le rapport de force qui commence à se construire. Et on a gagné la partie symbolique de c'est coûteux pour les politiques de ne pas en parler. Et c'est vrai que l'ambition de la loi a été un peu rabaissé par rapport à ce qu'on aurait imaginé. Et il n'est pas sûr, ça va se jouer dans les décrets d'application, dans l'application de cette loi, il n'est pas sûr que l'ultra fast fashion ne puisse pas passer entre les mailles du filet. Ils sont hyper puissants, ils sont hyper malins, ils ont Christophe Castaner, tu parlais de pantouflage au début, qui a été embauché comme lobbyiste pour eux, ancien ministre. Donc, il n'est pas sûr qu'il puisse être empêché. Mais en tout cas, le sujet est coûteux politiquement. Et si c'est vraiment ça, tous les Julia Faure, vice-présidente d'Impact France et DG d'une boîte de la mode responsable, qui n'a pas besoin de faire de marketing, qui n'en fait pas, mais qui juste par son plaidoyer et son positionnement sincère, elle explique que le plaidoyer est le meilleur moyen finalement d'être visible, que les consommateurs te repèrent et c'est un atout business en plus de se positionner avec du sens. De répondre à sa soif de sens. C'est vrai que moi, je dis souvent, le plaidoyer, c'est le nouveau marketing. C'est la nouvelle façon de devenir un super-héros pour un DG, pour une entreprise. Là où culturellement, on a l'impression qu'on est défendu par le MEDEF, par une fédération, mais une fédération, c'est toujours le moins-disant. Alors qu'un chef d'entreprise, qui va voir un candidat à la présidentielle, qui va voir un député, qui va voir un ministre, il lui fait remonter les réalités de terrain. Et c'est extrêmement précieux. Et les décideurs politiques, en réalité, ils ont besoin, ils sont friands de ça.
On y arrive effectivement, au-delà du fait que c'est clairement David contre Goliath. Dans votre Mhm. rapport, vous estimez que les acteurs économiques classiques Mhm. dépensent en moyenne 35 fois plus en lobbying que les acteurs de Mhm. l'économie à impact. Pour gagner justement ce rapport de force déséquilibré, pour arrêter aussi d'être en permanence dans la réaction à empêcher des lois débiles, genre la loi du Ouais, plomb, et plutôt être ouais. dans la conquête politique, enfin bref, se battre pour plutôt que contre. Mm. Vous proposez 2 choses avec Green Lobby. Informer une armée de dirigeants politisés, comme tu disais. Vous faites notamment des formations express pour Mm. comment aborder, apprendre à parler aux décideurs, savoir le bon timing, etc. Pour ces DG qui carrément n'ont pas le temps, qui croient que c'est peine perdue ou qui croient qu'ils peuvent même pas décrocher un rendez-vous. Et vous proposez aussi de créer des lobbyistes commis d'office, comme les avocats commis d'office pour les causes qui n'ont pas d'argent. Ouais, Tu peux nous en dire plus sur ces deux ouais, leviers d'action? ouais. Oui, en fait, on fait ce qu'on appelle du political training. Donc maintenant, on est Calliope, on fait des formations dans tous les sens pour essayer vraiment de démocratiser, de donner les tips Ouais. et de sortir un peu de la caricature dans laquelle on veut souvent nous enfermer. Voilà, donc nous, on essaie de nouer des partenariats qui sont un peu non attendus et qui permettent de former les dirigeants et d'aller voir les décideurs politiques avec une vraie vision de société. Et on nourrit ça avec l'opinion publique, avec des journalistes, avec des relais pour faire savoir et pour se dire que aujourd'hui la neutralité dont on a voulu, dont les entreprises culturellement sont un peu empreintes à nous, on reste neutre. Mais en Ouais. fait, il n'y a pas de neutralité quand il y a le fascisme à nos portes et quand nos conditions de survie sont autant menacées pour 99,9% de la population, alors que 0,01 nous appuie sur l'accélérateur et nous envoie dans le mur. Et il n'y a pas de business possible dans ce monde qu'il nous promet. Donc, et les entreprises françaises et européennes s'en rendent compte. Il y a aussi des DG qui, là, ont des enfants, n'arrivent pas à les regarder dans les yeux, mais manquent d'outils et ne pensent qu'ils sont impuissants. En réalité, Ouais, mais on ils se ont une dirait que c'est grande plus pour des puissance. juristes ou des trucs comme ça, mais en fait, Oui, voilà, y a pas que besoin d'être juriste, pas besoin. Au contraire, c'est plutôt un inconvénient d'être juriste parce que, voilà, les juristes ont un côté comme ça, il faut que ce soit en fait, un amendement, pour proposition procédurier. de loi, c'est un objet politique. C'est avant tout une vision. C'est avant tout, après il y a des administrateurs à l'Assemblée qui remettent dans le bon code, oui, bon, nous on a ce savoir-faire-là. Mais en réalité, c'est pas ça. On nous noie sur la technique et les lobbyistes mainstream ont intérêt à dire: «Ouh là là, c'est très, très compliqué». C'est pas si compliqué, en fait. Ça n'est pas si compliqué de remettre l'économie dans le bon sens. L'économie, c'est l'allocation optimale des ressources. Donc c'est gérer de manière optimale la ressource rare et la ressource rare, c'est la flotte, la nourriture, et l'air et c'est aussi l'humain. Dans nos hôpitaux, pour s'occuper de nos enfants, c'est une thématique qu'on défend aussi, on défend une association qui garantit un accueil des publics vulnérables dans les crèches et bientôt dans les EHPAD. Parce qu'il se trouve que la loi du court-termisme et de la rentabilité économique, mais qui ne compte pas les externalités. Donc, en réalité, c'est pas rentabilité économique versus utopie, c'est que l'économie ne compte pas ce qui a de la valeur. Voilà, donc Ouais. une économie retombée sur ses pattes, elle compte qu'effectivement garantir un accueil, prévenir les maltraitances, garantir un accueil où il fait pas 50 degrés ou 40 degrés dans les crèches ou dans les EHPAD, ou à l'hôpital, et faire que on fait des humains qui sont capables de se défendre par rapport à des maltraitances, etc. C'est indispensable. C'est les bases d'une société saine qui fonctionne. C'est encore tôt, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de responsables plaidoyers dans les boîtes à impact. J'ai Mmh. vu une offre d'emploi chez Yuka, je sais qu'il y a des gens chez Common pour la location de téléphone, chez Cota Climat contre la désinformation climatique. Est-ce que c'est encore très embryonnaire ou tu sens que ça s'accélère vraiment, ce mouvement de boîtes qui essaient de changer le système par la loi et pas que par leur activité? Ouais. Écoute, nous, quand on a commencé avec Hugo Cartelas, qui est le cofondateur de Green Lobby, à 7 ans, on nous prenait vraiment pour des fous.
Et ça a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on nous demande des offres de formation. Aujourd'hui, le sujet aussi dépasse l'écologie. Il faut absolument une convergence des luttes et de l'engagement, parce qu'en réalité, c'est les mêmes racines du problème. Il n'y a pas d'écologie sans justice sociale. Et au-delà de ça, il y a tout un tas d'innovations sociétales, pas technologiques, d'innovations sociétales qu'il faut aider avec des expérimentations, avec du soutien à l'échelon local. L'échelon local est extrêmement important. C'est les permis de construire, c'est faire coïncider les priorités politiques des élus locaux avec les innovations de start-up, de PME, de patrons d'associations, de collectifs qui ont des bonnes idées et qui méritent d'avoir une impulsion parce que au départ, c'est de la prise de risque. On nous rebat les oreilles avec l'entrepreneuriat, l'agilité, etc. Mais encore faudrait-il soutenir au départ tous ces entrepreneurs qui fourmillent de bonnes idées. Aujourd'hui, les solutions, on en a, on pourra en avoir encore plus si on les soutenait, mais il faut les passer à l'échelle. Et pour les passer à l'échelle, il y a besoin effectivement de savoir parler à un maire, de savoir parler à un élu régional qui a beaucoup d'argent parce que les budgets de l'Europe retombent à l'échelon local. Voilà, de savoir parler à un élu européen. Ça paraît comme ça impressionnant, mais en réalité, la Commission européenne, où j'ai passé 4 ans, sont remplis de fonctionnaires qui sont très à l'écoute. C'est finalement plus facile de les contacter. Okay. Là-bas, le lobbying est plus institutionnalisé. Les parlementaires européens aussi, ils ont des équipes plus musclées, plus nombreuses d'attachés parlementaires pour faire leur travail. Donc, il faut démystifier tout ça, oser et surtout s'organiser. C'est-à-dire qu'on a besoin de toute la granularité des divergences et de la radicalité pour être très organisé. C'est exactement comme ça que le MEDEF fait. Donc, on a beaucoup à apprendre des lobbies. Et c'est vrai que le monde de l'impact passe plus d'énergie à se chercher, à se chamailler dans la cour, à se dire on peut pas sortir en plaidoyer sans être complètement d'accord. C'est faux. C'est faux. Il faut se mettre d'accord sur une vision. Les lois rentrent et les lois, elles posent un cadre. Elles ont vocation à ne pas rentrer dans la granularité du comment. Si elles rentrent dans la granularité du comment, c'est que les lobbies en face s'en mêlent pour en faire un truc très techno. C'est leur intérêt. Et du coup, que tout le monde se chamaille et qu'on fasse du reporting, de la technocratie, etc. On fixe une direction en loi de finances qui compte ce qui a de la valeur. Donc, on compte les externalités pour essayer de moins privatiser les coûts et que les grandes entreprises touchent la majorité des fonds publics, parce que c'est ce que les rapports parlementaires disent aujourd'hui. Ouais. Et pour finir, est-ce que chaque citoyen devrait se considérer comme un lobbyiste potentiel? Concrètement, que peut faire quelqu'un qui nous écoute et qui veut agir sur un problème de société, qui veut influencer une loi? Est-ce que écrire à son député, ça sert vraiment à quelque chose? Ah mais oui, ça sert vraiment à quelque chose. En fait, le collectif compte. Donc, savoir qui est votre député, qui est votre maire, ça passe par le vote. Bien sûr, moi j'engage à ne pas lâcher la politique parce que sinon c'est elle qui va s'occuper de toi, comme tu le disais, et que le pire peut être là et qu'on va tous être concernés. Donc ne pas lâcher le vote, même si c'est imparfait. On élit un programme, on élit des valeurs. Il faut sortir du paternalisme politique. Une seule personne ne va pas nous sauver. On vote pour des valeurs, une vision de société. Être collectif, être solidaire, se syndiquer, à titre individuel, se renseigner. Maintenant, il y a vraiment des outils et tout un tas d'associations qui permettent de joindre son député, son sénateur, son maire de manière assez rapide. Tu penses t'aurais des noms à nous donner? Comment? T'aurais des noms de ces assos à nous donner? Check ton politique. Ok. Voilà, on est à un stade où oui, ça fait basculer, on a peur, mais on réinvente aussi beaucoup de choses. On réinvente le patriarcat, on réinvente le lien qu'on a avec les autres, on réinvente la manière, l'économie.
et on réinvente une société qui soit plus humaine, plus joyeuse, plus en phase. Donc, écoutons les jeunes. Voilà, pour moi, c'est ça qui compte, de se mettre dans quelque chose où on peut y arriver. Le chemin est tout aussi intéressant. Si on brasse, c'est vrai que c'est difficile et on a tous nos journées d'éco-anxiété, mais en réalité, on est beaucoup plus nombreux. Qu'est-ce qu'on On est croit? très, très, très majoritaire. Enfin, et si on était ne serait-ce qu'un tout petit peu mieux organisé, certes, on a moins de moyens, Ouais. mais on y arriverait. Donc, voilà. Merci beaucoup, Luce. Et si vous bossez dans une boîte à impact et que vous avez des enjeux de plaidoyer, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil ou à contacter Green Lobby, à voir leur formation ou suivre leurs actions pour un lobbying d'intérêt général. Et si tu veux en savoir plus sur le lobbying, je te conseille mon interview avec Frédéric Tellier, le réalisateur du film Goliath, avec Pierre Ninet sur les lobbies. Ciao tout le monde, à bientôt.